Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 29 mars 2016, diffusée mercredi 13 avril de 21h30 à 23h. Elle est rediffusée vendredi 15 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes le mercredi 13 avril et j'ai l'honneur de recevoir Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou, récent auteur d'un Immigration, la catastrophe, que faire chez Via Romana. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Charles de Meyer. Ainsi que Jacques Sapir, auteur de Souveraineté, démocratie, laïcité chez Michelin. Bonsoir. Évidemment, je ne rappelle pas vos titres respectifs. Vous êtes bien connus, chacun des auditeurs de Radio Courtoisie, à la fois pour vos travaux, pour vos études, pour votre rôle et votre place dans le monde des idées. Dans le monde des idées, dont Jean-Yves Le Gallou, il y a un dernier né, je crois, c'est l'Institut Iliade qui ouvre bientôt une conférence. Je n'ai pas trop bien compris de quoi il s'agissait. Est-ce que vous pourriez le préciser, s'il vous plaît ? C'est un colloque, c'est le 3e colloque de l'Institut Iliade, l'Institut pour la longue mémoire européenne. Dont le thème est face à l'assaut migratoire pour un réveil de la conscience européenne. Et c'est à la Maison de la Chimie le samedi 9 avril, toute la journée, avec notamment comme intervenants Philippe Conrad, Bernard Lugan, Jean Raspail, Jean-François Gauthier, Renaud Camus, et moi-même et quelques autres, et des intervenants de pays européens concernés au premier chef par les questions de l'immigration. Je pense notamment à l'Allemagne, avec la représentante de Pegida à Dresde, et à la Hongrie, avec quelqu'un proche du Fidesz de Viktor Orban. Merci Jean-Yves pour ces précisions. Alors, quand j'ai préparé cette émission, j'ai évidemment lu chacun de vos livres avec attention. Et l'idée m'est tout de suite venue de vous inviter côte à côte, puisque tous les deux, alors vous me direz si je me trompe, vous partez d'un constat, c'est une certaine trahison des élites. Trahison des élites qui prendra des formes particulières selon vous. Pour vous, Jacques Sapir, c'est l'abandon de la souveraineté, c'est-à-dire de la capacité du peuple à être maître, à être peuple pour soi et pas simplement en soi. Et pour vous, Jean-Yves Le Gallou, c'est la trahison de l'identité, de la préservation d'ensembles nationaux et populaires qui auront été trahis notamment par la subversion migratoire. Est-ce que je suis bien parti de vos préalables respectifs ? Oui. Oui, pour ma part, la trahison de l'identité n'est pas incompatible avec la trahison de la souveraineté. Les deux se complètent. Et à mon avis, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. L'un des sujets qui est intéressant à aborder pour bien centrer les choses, c'est d'abord, à mon avis, de définir les termes. Pour vous, Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que l'identité ? Qu'est-ce que l'identité ? Il y a différentes formes d'identité. Moi, je m'intéresse particulièrement dans ce sujet, dans ce livre consacré à Immigration, la catastrophe, que faire ? Je m'intéresse à l'identité du peuple. Et l'identité du peuple, elle renvoie aux origines, elle renvoie à la longue histoire, enfin pour moi en tout cas, elle renvoie à la culture, elle renvoie à la civilisation. Comme disait le général de Gaulle, le peuple français vient du fond des âges. Voilà. Donc j'ai une conception charnelle de l'identité française, qui est pour moi inséparable de l'identité européenne, dans la mesure où être français, pour moi, c'est être de civilisation européenne et d'expression française. Est-ce que vous assentiriez à cette définition, Jacques Sapir ? Pas exactement. Autant je pense que la question de l'identité est une question extrêmement importante, c'est une vraie question, autant je pense que l'identité se construit. Alors elle se construit de différentes manières, elle se construit par l'existence d'institutions, elle se construit évidemment par la culture, et on voit bien qu'il y a des identités, et qu'il va s'agir d'une certaine manière de faire cohabiter
sur des territoires donnés différents types d'identités en cherchant d'une certaine manière à provoquer cette convergence, voire cette fusion entre les identités. Là, vous me permettrez de faire un petit aparté personnel. Vous savez que je suis fils d'immigrés. Mon père est né à Moscou. Il a été élevé et éduqué, d'ailleurs dans le lycée français, de Varsovie. Il vient en France en 1933-1934, fin 1933, et de fait, il arrive à la faculté de médecine au début de l'année 1934. Ce qui me permet, d'une certaine manière, me met, moi, dans une position un petit peu particulière, et me permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la perception par des individus de cette histoire de l'identité. Bon, mon père, comme une grande partie de sa famille à l'époque, parlait évidemment plusieurs langues, parlait beaucoup plus de langues étrangères que moi d'ailleurs, et on peut se demander, pourquoi est-il venu en France ? Pourquoi n'est-il pas allé en Allemagne ? Ce qui aurait été normal, puisqu'il voulait être médecin. On sait que les universités, les écoles de médecine en Allemagne étaient extrêmement réputées à cette époque-là. Pourquoi n'est-il pas allé en Angleterre ? Ce qu'aurait voulu son père, d'ailleurs, ce que voulait mon grand-père, qu'il aille en Angleterre. Eh bien, c'est une décision délibérée. Ça, il en a très souvent fait état devant moi. Il en a d'ailleurs fait état dans le livre de mémoire qu'il a écrit à la fin des années 90, parce qu'il considérait qu'il y avait dans la culture française, et en particulier dans la culture politique française, quelque chose qui lui parlait plus spécifiquement que dans la culture allemande ou dans la culture britannique. Et donc vous voyez, cette question des identités, à l'évidence elle est importante, mais elle implique en réalité des choix politiques. D'ailleurs, vous dites dans votre ouvrage, il convient ici de le redire, la France est et a toujours été diverse. La société n'est pas le produit d'une quelconque homogénéité, qu'elle soit culturelle, religieuse, linguistique ou économique. Jean-Yves Le Gallou. Oui, alors moi je ne suis pas d'accord avec au fond ce que vous évoquez. Non pas que je mette en cause tout à fait ce que vous avez dit, mais parce que je crois que ce n'est pas transposable à la situation actuelle. C'est-à-dire que les immigrations que nous avons connues, que la France a connues, pas depuis très longtemps d'ailleurs, mais enfin depuis le début, au cours du XXe siècle, disons. Les immigrations que la France a connues à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle ne sont en rien comparables aux immigrations que nous subissons aujourd'hui. Elles ne sont en rien comparables pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'elles ne se sont pas quantitativement comparables. Les masses actuelles sont beaucoup plus importantes que les masses qui étaient concernées à la fin du XIXe siècle ou à différentes périodes du XXe siècle. C'est la première différence majeure. La deuxième différence majeure, c'est qu'il s'agissait d'immigration européenne, diverses d'ailleurs, mais d'immigration européenne, et qu'aujourd'hui, il s'agit pour l'essentiel, en tout cas pour l'essentiel de ce qui pose un vrai problème en termes d'identité et aussi en termes de souveraineté, d'immigration musulmane ou d'immigration africaine, éventuellement d'ailleurs les deux n'étant pas incompatibles, et que c'est des univers totalement différents. Oui, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont parfaitement français en ayant des ancêtres russes, polonais, italiens, ou belges, ou espagnols, ou portugais. D'ailleurs, si on prend les immigrations plus récentes, je crois qu'il peut y avoir aussi des Français d'autres origines, s'ils se sont parfaitement assimilés, mais plus la distance entre la civilisation d'origine et la civilisation d'accueil est éloignée, plus c'est difficile. Et plus le nombre est important, le nombre de personnes à assimiler est important, plus c'est difficile. Or là, nous cumulons un nombre très important d'immigrés avec le fait qu'ils viennent de sphères ethniques ou culturelles ou civilisationnelles
quand même extrêmement différentes. Et je crois que l'islam, c'est pas le seul problème, mais l'islam pose un problème particulier, d'autant qu'il est dans une logique actuellement de revanche, de reconquête, et qu'il s'appuie sur une double dynamique démographique, avec des taux de fécondité dans l'ensemble élevés, en tout cas toujours au-dessus de plus de 2 enfants par femme. Il y a eu une chute, mais depuis, il y a une certaine reprise, et qu'il s'appuie aussi sur une dynamique financière à partir des pays, des pétromonarchies qui disposent d'un argent considérable qu'ils utilisent quand même très largement pour faire du prosélytisme. Donc on a une situation qui est extrêmement différente de celle des années 30 ou des années 50 ou même des années 70 avec l'immigration portugaise. C'est d'ailleurs assez intéressant, l'immigration portugaise, puisqu'on voit que les Portugais présents en France gardent un certain nombre de traditions, leur drapeau, une partie de leur cuisine, et en même temps, il n'y a aucun conflit avec le reste de la population française. On ne peut pas dire la même chose des immigrations africaines ou musulmanes. Je vais laisser la parole à Jacques Sapir pour continuer cette discussion-là. Par ailleurs, on sait que l'islam pose en soi la question, comme un bon nombre de religions, pour le coup, de la souveraineté. Est-ce que vous pourrez en profiter pour nous donner votre définition de la souveraineté de manière à ce que nous avancions ? Alors, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans votre discours, c'est la confusion des termes. Vous parlez de l'islam et vous parlez de gens africains. Alors, d'abord, il faut savoir... il y a des gens qui viennent du Moyen-Orient, il y a des gens qui viennent d'Afrique. Oui. Certains sont des musulmans, d'autres ne le sont pas. Oui. Donc voilà, je crois qu'il faut bien... Je peux vous apporter une toute petite précision. Si vous voulez, je considère qu'il y a deux problèmes qui se cumulent, qui sont effectivement différents. Je crois qu'il y a le problème des musulmans, qui peuvent être africains, pas africains, qui peuvent être moyen-orientaux, qui peuvent être même venus de plus loin. Il y a le problème de l'islam. Et il y a le problème des Africains, musulmans ou pas, qui pose aussi, à mon avis, un problème en termes d'assimilation, pour des raisons peut-être différentes. Certains sont musulmans, d'autres ne le sont pas. C'est deux problèmes, mais qui se cumulent, qui se croisent en partie, parce qu'on peut être africain, noir et musulman. Mais voilà, pourquoi je dis les choses, c'est par souci de précision. Bon, alors, je pense qu'il y a, dans la question de l'immigration, un vrai et un faux problème. Je commence par le faux problème. Le problème n'est pas l'immigration, le problème c'est toujours l'importance des flux, l'importance relative des flux par rapport à la situation économique et sociale du pays d'accueil. En fait, la France a déjà accueilli des flux extrêmement importants de gens. Parfois ça s'est assez mal passé, en particulier le cas de l'immigration italienne à la fin du 19e siècle. On sait qu'il y a eu, dans la région de Marseille, des massacres de ces immigrés italiens, avec plusieurs dizaines, voire une centaine, on ne sait pas exactement, de morts. Donc on sait qu'il y a eu des tensions qui ont été extrêmement importantes. On sait que l'arrivée d'immigrés polonais qui venaient, que ce soit dans les années 20 ou que ce soit immédiatement après-guerre, a posé aussi à un moment donné des problèmes, certes moins violents, mais a posé des problèmes. Donc, oui, il y a toujours eu des problèmes, mais d'une certaine manière, la société française a toujours été capable de digérer ces immigrations. Elle a même été capable de digérer l'immigration en provenance des pays d'Afrique du Nord, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, qui s'est produite dans les années 60 et dans les années 70. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il, et là il y a un vrai problème, en matière d'immigration, en matière d'insertion, en matière d'assimilation. Et je ne recule pas du tout devant le mot assimilation. À mon avis, parce qu'il y a la combinaison aujourd'hui de plusieurs problèmes. Premièrement, eh bien, c'est vrai, nous sommes en crise économique. Et qui dit crise économique, dit effectivement une pénurie de moyens, en particulier de moyens financiers pour l'État, pour, d'une certaine manière, accueillir ces gens. Donc ça, c'est un premier problème, c'est un problème évident. Le deuxième problème est un problème d'ordre plutôt idéologique. C'est le fait que, aujourd'hui, nos élites ne savent plus ce qu'est qu'être français. Et ça, c'est un problème
tout à fait fondamentale. Par exemple, pour quelqu'un qui, comme mon père, alors bien sûr, c'est une immigration très particulière, elle n'est pas du tout comparable au flux migratoire que nous avons aujourd'hui. Mon père venait d'une famille de grands bourgeois. Bon, même si ils avaient perdu une grande partie de leur fortune en émigrant de Russie vers la Pologne, malgré tout, ils avaient retrouvé une situation qui était assez enviable. Il avait fait de grandes études. Il parlait déjà très bien français, puisqu'il avait fait ses études au lycée français de Varsovie. Donc, je suis parfaitement conscient qu'il y a bien là un problème assez spécifique. Néanmoins, quand il est arrivé en France, et quand il a décidé de rester en France, qu'il a décidé assez rapidement, en fait, dès la mort de mon grand-père à Varsovie, qui est arrivé en 1936, il a tout de suite su à quoi il s'intégrait. Et il m'a dit à de très nombreuses reprises que pour lui, le plus beau jour de sa vie, ça avait été quand il avait reçu ses papiers français. Il les a reçus en fait 5 ans après son arrivée, de manière assez normale, en 1938. Autrement dit, il y avait une véritable volonté de la part de certaines personnes qui arrivaient en France de s'intégrer. Parce qu'ils savaient à quoi ils allaient s'intégrer. Et aujourd'hui, je pense que l'un des problèmes essentiels, c'est que, avec la construction européenne, avec en particulier l'euro, nous avons une indétermination. Ce qui pose un énorme problème et un problème supplémentaire par rapport aux personnes qui viennent aujourd'hui en France, c'est que ces personnes ne savent plus dans quoi on va leur demander de s'intégrer, ils ne savent plus dans quoi on va leur demander de s'assimiler. Et ça, c'est vrai que c'est un problème tout à fait essentiel. Troisième niveau du problème, c'est la combinaison des flux qui sont en réalité importants, mais pas aussi importants qu'on le pense, mais surtout de la permanence dans la durée de ces flux. Car que ce soit l'immigration italienne, ou que ce soit par exemple l'immigration polonaise, ou les immigrations d'Europe centrale, des Juifs d'Europe centrale, qui étaient importantes dans l'immédiate après-guerre, ces immigrations ont été malgré tout relativement concentrées sur une dizaine d'années. Ce qui, par la suite, a laissé le temps au processus d'intégration et d'assimilation de se faire. Alors, bien sûr, il ne faut pas idéaliser ce processus. On sait très bien qu'il y a eu des réactions extrêmement négatives dans la société française, mais on sait aussi que dans une très grande partie de ces gens, dont certains d'ailleurs venaient du Moyen-Orient, prenons par exemple le cas des Arméniens, il y a eu une immigration arménienne, d'ailleurs, suite au massacre commis par le gouvernement jeune turc, dont on a d'ailleurs aujourd'hui les traces, que ce soit à Marseille, à Lyon, avec des communautés arméniennes extrêmement importantes. Ces communautés, la première chose qu'elles ont cherché à faire a été de s'intégrer politiquement, culturellement, et aussi, autant que possible, socialement, dans la société française. Bon. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt un problème d'ordre politique, à la fois un problème politique du côté français. On n'est plus capable de dire à des gens qui viennent en France à quoi vous allez vous intégrer. Et aussi un problème politique du côté de certains de ces arrivants. Alors, je dis bien de certains parce que, là encore, il faut savoir, dans l'immigration, dans le flux d'immigration actuel, une grosse partie, plus de 40%, sont des migrants qui viennent de l'Union européenne. Donc, déjà, ça veut dire que la partie qui vient, grosso modo, de sphères civilisationnelles qui sont très différentes de nous, est en fait nettement plus réduite par rapport à l'ensemble du phénomène migratoire. Mais c'est vrai que par rapport à ces populations, nous n'avons plus aujourd'hui
le discours qui consisterait à leur dire « Vous venez, très bien, nous allons faire un effort pour vous, mais vous devez aussi faire un effort par rapport à l'intégration en France. » Et ça, c'est vrai que c'est un problème tout à fait considérable. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Nous débattons ce soir des liens ou des oppositions entre l'identité et la souveraineté autour des deux ouvrages et des deux auteurs que nous avons le bonheur d'avoir en plateau. Jean-Yves Le Gallou, Immigration, la catastrophe, que faire chez Via Romana. Jacques Sapir, Souveraineté, démocratie, laïcité chez Michalon. Jean-Yves Le Gallou, pour rebondir, je reprends une citation que vous avez faite au site, à l'excellent site internet Brésinfo, où vous dites « Un jour, le recours à la force sera inévitable. Cette phrase n'est pas la mienne, c'est celle du géopoliticien Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. » Est-ce qu'on peut dire que vous avez une analyse plus inquiète de la situation? Oui, alors Hubert Védrine évoquait, c'est une déclaration de juin 2015, il évoquait les masses d'immigrés rentrant clandestinement et d'un certain point de vue envahissant l'Union européenne. Je crois d'ailleurs de ce point de vue-là que Jacques Sapir pourrait être d'accord sur ce point, mais il le dira ou il dira le contraire, puisqu'il explique que la souveraineté, c'est aussi celui, et c'est fondamental, c'est schmittien, celui qui décide de l'exceptionnel. Absolument. Et donc là, on est bien dans cette logique de l'exceptionnel. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Jacques Sapir, j'ai noté 4 points. Certains, je suis en accord, d'autres en désaccord. Sur les moyens financiers, je crois qu'on a donné énormément de moyens financiers pour accueillir entre les immigrants. C'est la politique de la ville, c'est la politique du logement social notamment. C'est loin d'être une relégation. Je rencontrais hier un garçon qui est ingénieur chez Bouygues et qui travaille dans le logement social. Et quelqu'un lui disait, puisque maintenant on fait du logement social et à côté du logement privé. Et on disait, si tu travailles sur le logement social, tu dois travailler avec des crédits très serrés. Il a dit, mais pas du tout. On a beaucoup plus d'argent pour construire un logement social dans le même ensemble où il y a des logements non sociaux, parce que pour la vente au privé, on tient beaucoup plus les prix. Les crédits publics, ils sont là. Attendez, je vous arrête. On construit moitié moins de logements sociaux aujourd'hui en France qu'on en construisait en 1970. Oui, moitié moins. On continue d'en construire. Non, on continue d'en construire, mais moitié moins qu'en 70. Ils sont très largement occupés par les populations étrangères ou issues de l'immigration. Donc les moyens financiers, je crois vraiment qu'on en a mis beaucoup. L'économie, si vous voulez, là je suis en désaccord. Il y a une phrase que vous aviez donnée dans votre interview fort intéressante à Éléments. Je ne suis pas contre, je cite, je ne suis pas contre le fait de parler d'identité. Il convient cependant de bien voir que le problème provient pour l'essentiel de la paralysie du système économique français. Je ne crois pas ça, parce que je constate que dans tous les pays européens qui ont des situations économiques différentes, y compris des pays qui ont plutôt bien marché économiquement, comme l'Angleterre ou la Norvège ou les pays scandinaves. Il y a des pays qui ont des politiques différentes d'ailleurs. Honnêtement, c'est pas. Il y a des pays plus ouvertement multiculturalistes. La France n'est pas multiculturaliste dans le verbe, elle l'est dans la pratique. Mais il y a des politiques très différentes en Union européenne qui ont été menées dans les différents pays européens, des politiques très différentes, des situations économiques très différentes, y compris dans certains pays des situations économiques plutôt prospères. Je pense à la Norvège, par exemple, ou à la Suisse. Or, les problèmes se posent, je serais tenté de dire, à peu près à l'identique avec les populations africaines et les populations musulmanes. Donc je ne crois pas que ce soit un problème économique, je crois plutôt que c'est un problème culturel, que c'est un problème civilisationnel. C'est aussi un problème historique dans la mesure où il y a la conjonction de deux phénomènes effectivement idéologiques, et là je serais un peu plus en accord avec vous. Il y a à la fois un réveil islamique qui est très fort, qui est très puissant, et qui est conçu comme une affirmation identitaire. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Une femme qui porte le voile, il y a différentes raisons. Alliée parfois à contrainte par le frère, contrainte par le père, contrainte par le mari, ou tout simplement contrainte par la communauté. Mais ça peut être aussi son choix d'affirmation de sa différence à elle. Donc il y a ce dynamisme-là qu'on ne peut pas nier, et en même temps il y a la rétractation idéologique de la France, mais aussi de tous les pays européens. À mon avis, la cause fondamentale de cette
cette non-affirmation de soi, qui est valable en France, mais qui est encore plus valable en Allemagne, par exemple, il suffit de voir Madame Merkel, c'est la culpabilisation. La culpabilisation issue de la Seconde Guerre mondiale, la culpabilisation issue de la colonisation, la culpabilisation issue de l'esclavage ou de la manière dont ces sujets sont traités. Et je crois que tant qu'on sera dans ces logiques de culpabilisation, on ne donnera pas aux autres, à supposer qu'ils en aient l'envie, la tentation de s'assimiler, parce qu'on ne s'assimile pas à des gens qui ont finalement le mépris d'eux-mêmes, la culpabilité d'eux-mêmes. Et je crois que c'est un des thèmes qu'on abordera lors du colloque de l'Iliade. Notamment, c'est Renaud Camus qui l'abordera, la question de la fierté par rapport à la repentance. Quand on est dans la repentance permanente, on a assez peu de chances de réussir à ce que les autres aient envie de s'identifier à vous, à supposer que cela soit possible, ce qui n'est pas certain. Sur les flux, je crois que vous avez raison de parler de permanence dans la durée. Je voudrais quand même citer un chiffre. C'est de la démographie, et c'est quand même important. On connaît les naissances d'origine, disons, non européenne, pour faire simple. Grâce au dépistage de la drépanocytose. En 2000, 20% des nouveau-nés étaient dépistés en France. En 2015, 36% des nouveau-nés étaient dépistés en France, ce qui prouve quand même une évolution extrêmement rapide. Si on prolonge les courbes, en 2024 ou 2025, de la moitié des nouveau-nés ne sera pas d'origine européenne. C'est un bouleversement massif. En Île-de-France, l'an dernier, les 2/3 des nouveau-nés n'étaient pas d'origine européenne. Ça permet, je crois, là je suis en désaccord avec vous sur ce point, ça permet, à mon sens, de parler de grand remplacement, qui n'est pas un fantasme, mais qui est un fait démographique. C'est aussi, je crois, un fait civilisationnel, si on regarde le développement des mosquées, le développement du voile, le développement de l'abattage halal, alors qu'on a probablement que 10% de population musulmane, beaucoup plus évidemment au niveau des naissances, mais 10% de population musulmane, on a la moitié des bêtes qui sont abattues halal aujourd'hui, 50%, ce qui est quand même tout à fait hallucinant. Et donc je crois qu'il y a à la fois un grand remplacement démographique et qu'il y a aussi en même temps un grand remplacement civilisationnel. Et que ça pose évidemment, si vous voulez, c'est vrai que ça pose un problème politique, car tout le monde n'a pas la même vision du bien commun. C'est bien ça le problème. Et je vois mal comment rétablir la souveraineté avec des populations de plus en plus hétérogènes, avec la tentation, c'est un point dont je parle dans le livre, l'immigration, grande catastrophe, y compris pour la souveraineté, parce que l'existence de minorités de plus en plus structurées est aussi une tentation pour de grandes puissances d'exercer une influence sur notre politique. On le voit très bien avec les pays du Golfe, on le voit très bien aussi avec l'ambassade américaine. À l'époque de l'ambassadeur Rifkin, ça a été révélé notamment dans les dépêches de Wikileaks, il y a eu une action, et je pense qu'elle continue, très profonde, de la puissance américaine pour influencer les habitants des banlieues françaises, et je doute que ce soit dans l'optique de renforcer notre souveraineté. Ou alors... Bien sûr. Alors, pour aller un petit peu avant dans le débat, j'aimerais reprendre vos définitions à la fois du peuple et de la nation respectives, pour qu'on voit où peuvent se glisser les nuances. Pour Jean-Yves Le Gallou, c'est en page 406 de votre livre chez Via Romana. Il faut pour cela répondre à la question: qu'est-ce qu'être français ? Le socle d'une nation se compose d'une race, d'une langue, d'une religion, d'intérêts et d'une géographie. D'autres éléments peuvent s'y joindre. Être français suppose donc une alchimie complexe, mais qui ne peut exclure ses composantes de base. Il faut tout d'abord être européen de langue française, cette mère qui est l'outil merveilleux de l'exercice de notre intelligence. Jacques Sapir, je suis désolé, c'est un petit peu, puisque je prends celle du peuple et pas exactement de la nation. Il faut comprendre que lorsque nous parlons de peuple, il ne s'agit pas d'une communauté ethnique ou religieuse, mais d'une communauté politique d'individus qui prend son destin en main. Est-ce que finalement, l'opposition sur le constat ne vient pas chez l'un et l'autre de cette nuance dans la définition de base? Alors si, c'est clair. Là, il y a une vraie opposition. Je dois dire que moi, je suis toujours scientifiquement
très choqué qu'on utilise le terme de race. Il y a des races chez les chiens, il n'y en a pas chez les humains. Et on le sait très bien. Si vous permettez, ça c'est un préjugé idéologique, parce que s'il n'y avait pas de race chez les humains, on ne produirait pas des traitements différents, des dépistages différents ou des médicaments différents pour des populations différentes. Alors on peut éviter le mot race, mais c'est du puritanisme. En médecine, on prend en compte l'origine des gens. Voilà. Il n'y a peut-être pas de race, mais il y a des origines. On ne prend en compte l'origine des gens que pour certains types de maladies qui sont très liées à un contexte climatique, etc. On le sait. Par ailleurs, les antibiotiques fonctionnent sur tout le monde. Oui. Il y a grosso modo 99... Ils fonctionnent aussi sur les animaux, les antibiotiques. Hein, donc c'est mais il y a grosso modo 99% des médicaments qui sont efficaces sur tout le monde. Après, et c'est vrai, il y a des différences génétiques chez certaines parties de la population qui impliquent des traitements qui sont plus adaptés. Mais ça ne fabrique pas une notion de race. Deuxième point, et ça il faut quand même le savoir, quand on regarde la population des Francs, quand on regarde la population des Gaulois d'abord initialement, puis après les populations germaniques, etc., il n'y a en termes d'ADN aucune différence. Aucune. Par contre, et c'est un point extrêmement important, la différence entre les Celtes et les Germains est une différence essentiellement politique. Les Celtes, les Gaulois, ce qu'on appelle les Gaulois, s'organisent autour du modèle de la cité-État, qu'ils ont probablement copié chez les Grecs, car on sait que les relations entre le monde celte et le monde grec sont très anciennes, alors que les Germains continuent de fonctionner dans le modèle de la tribu. Ce qui fait que l'on a des différences et des cultures politiques bien marquées, alors que la population est en réalité la même. Et ça, je peux vous renvoyer. Il y a toute une série d'études qui ont été faites sur les ossuaires et qui ont fait sur les traitements de l'ADN et qui montrent que les populations sont parfaitement identiques. Mais elles sont bien divisées en termes de culture politique. Et c'est pour cela que je dis que ce qui constitue à un moment donné un peuple, c'est bien l'organisation politique que se donne ce peuple. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors après, se pose évidemment la question de la langue. Nous avons, nous, en France, une grande tradition d'unification de la langue française. Bien. Mais il y a d'autres pays, et il y a d'autres peuples, où ça n'existe pas. Prenons le cas des Suisses, où vous avez 3 langues. En réalité, une langue qui est plutôt dominante, qui est l'allemand, mais vous avez aussi le français, l'italien, voire le romanche, bon, etc. Donc, et maintenant l'anglais. Oui, maintenant, bon. Alors, on comprend que cette question de la langue peut être un élément de culture important, en particulier pour une raison très précise. C'est que dans quelle langue vont être traduits les documents juridiques ? On sait que dans 2 langues, il n'y a pas 2 concepts juridiques parfaitement superposables. Et ça, c'est un véritable problème. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les rois de France, le roi de France a décidé que l'ensemble des actes juridiques seraient à partir d'un moment établis en français. C'est ça, l'édit de Villers-Cotterêts. Oui. Parce qu'on a continué d'avoir des langues qu'on appelle aujourd'hui des langues régionales en France. C'est pas à ce moment-là que l'ensemble de la population française s'est mis à parler le français. Mais l'ensemble des actes juridiques devaient être écrits en français. Et ça, c'est effectivement un point qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que l'on sait que quand on a des actes juridiques qui s'appliquent à une même population, mais qui peuvent être écrits dans plusieurs langues, ça crée des problèmes de traduction de concepts juridiques tout à fait extraordinaires. Et de ce point de vue-là, bon, j'ai quand même passé un certain nombre d'années à aller aux États-Unis, et il y a quelque chose qui m'avait tout à fait fasciné, c'était quels sont les avocats qui sont considérés les plus retors aux États-Unis. C'est pas les gens de New York, c'est pas les gens de Boston, c'est les gens de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de fonctionner à la fois
dans le droit, dans la common law d'origine britannique et dans le droit Napoléon d'origine française en Louisiane. Et la réputation qu'ont les juristes de Louisiane au niveau des États-Unis est très particulière parce qu'on les considère comme particulièrement efficaces dans leur capacité à interpréter la loi à cause de cela. Donc ça, je pense que la question de l'unité linguistique, elle est en réalité bien réelle, mais pas pour les raisons que l'on dit, mais parce que cette unité linguistique implique en réalité une traduction commune et unique des mécanismes institutionnels et du droit. Et ça, effectivement, ça fait bien partie de la culture. Jean-Yves Le Gall. Oui, alors, je voudrais revenir. Moi, je pense que le débat... Moi, d'abord, je n'ai pas de tabou. Je n'ai pas de tabou. Donc, et je pense qu'une des solutions au problème, c'est de briser un certain nombre de tabous. Et par conséquent, je n'ai pas de tabou sur la race. Qu'on peut d'ailleurs, si le mot déplaît, on peut parler des origines. Les origines, c'est à la fois les origines démographiques, mais c'est vrai aussi les origines culturelles et les origines civilisationnelles, ce qui est un ensemble. Je partage tout à fait votre point de vue sur la différence entre les Germains et les Celtes. C'est d'ailleurs toute la différence entre les grandes invasions, ce qu'on a appelé les grandes invasions du 4e, 5e, 6e siècle et les invasions actuelles. Il y a deux grandes différences considérables. C'est d'abord que ce qu'on a appelé les grandes invasions, ça a modifié le substrat de population de quelques pourcents en quelques centaines d'années, en quelques siècles, et qu'aujourd'hui, on modifie la population de quelques dizaines de pourcents en quelques dizaines d'années. Donc, c'est déjà pas du tout la même vitesse. La deuxième différence, c'est qu'effectivement, les mouvements de population en Europe, à l'époque, dans ce qu'on appelait les grandes invasions, touchaient des populations assez voisines, non seulement, effectivement, par l'origine physique, l'ADN, comme vous l'avez dit, mais aussi par l'origine culturelle, dans la mesure où c'était toutes des civilisations européennes qui avaient des logiques assez comparables, des constructions même religieuses assez voisines, même si les dieux ne portaient pas le même nom, il y avait des correspondances entre les dieux grecs, les dieux romains, les dieux germains, les dieux nordiques et les dieux celtes. Voilà. Je crois quand même que dans l'imaginaire celte, il y a d'autres différences vis-à-vis de l'imaginaire germanique que celles que vous avez évoquées en termes de simple structure politique. Il y a aussi des différences en termes d'image, en termes de dessin, en termes de pas de folklore, mais de mythes, même si les mythes sont assez voisins, et bien sûr aussi en termes de langue. Ah oui. La langue étant effectivement un obstacle qu'on voit d'ailleurs très bien, paradoxalement, dans l'Union européenne, parce que quand vous voyez quelqu'un qui parle, moi j'ai vécu ça quelques années au Parlement européen, c'est pas drôle, puisque quand vous parlez, vous êtes traduit généralement en anglais, puis ensuite retraduit en finlandais, tout ça amène beaucoup de pertes. La différence de langue existe aussi, mais je crois que les événements actuels, le paradoxe des événements actuels, le paradoxe, je serais tenté de dire, il y a deux grands paradoxes. Moi, le principal reproche que je fais à l'Union européenne, le pire, c'est d'avoir abîmé l'idée d'Europe. Et le principal bienfait que je vois à l'immigration massive, et je ne vois pas beaucoup de bienfaits, vous vous en doutez, c'est d'avoir réveillé la conscience européenne. Et je crois qu'aujourd'hui, les différents peuples européens, les différentes nations européennes prennent conscience de ce qu'elles ont en commun par rapport à quelque chose qui vient d'ailleurs. Je prends deux exemples. Le rôle de la Hongrie. La Hongrie est un pays resté très nationaliste, y compris vis-à-vis de ses voisins, puisqu'ils ont été maltraités au traité du Trianon. Et donc ils en gardent le souvenir cuisant. Mais
Orban se pose en défenseur de l'identité européenne, pas seulement de l'identité hongroise. Et j'ai vu que, je crois que c'est Tomlinson, le président de l'English Defence League, qui doit avoir pas mal de supporters de football dans ses troupes, qui est un Anglais qu'on peut imaginer assez anglais et pas très ouvert sur les autres, a participé le 6 février aux manifestations organisées par le mouvement Pegida, parce que je pense que il y a une prise de conscience que par-delà les différences des Anglais, des Allemands, des Français, des Hongrois, qui existent évidemment, qui ne sont pas à supprimer, eh bien il y a quelque chose en commun face à des gens qui viennent vraiment d'une autre civilisation, je pense. C'est vrai que c'est un peu facile, mais c'est quand même essentiel. Je pense que l'islam, c'est une civilisation radicalement différente, ne serait-ce que parce que l'islam, ça veut dire la soumission, alors que toute la culture européenne, chrétienne et pré-chrétienne, c'est quand même une certaine liberté de l'individu, un certain libre arbitre de l'individu. C'est pas la soumission à une force extérieure ou à un texte extérieur. Il y a aussi des différences considérables dans la conception de la femme. On ne trouvera pas, on trouve dans l'histoire européenne beaucoup de choses sur le rôle et les libertés des femmes. On trouve l'amour courtois, on ne trouvera pas le centième de cela dans aucun texte musulman. Voilà deux différences, et il y en a beaucoup d'autres, et par conséquent, ça peut difficilement, je crois que faire peuple, converger, c'est véritablement difficile. J'ajoute que s'agissant des musulmans, il y a eu, quand la France a été en Algérie, à plusieurs reprises, la question de l'assimilation ou de l'intégration s'est posée. Et à chaque fois, ça s'est tranché négativement. Ça s'est tranché négativement en 1871, quand la citoyenneté a été donnée aux juifs et pas aux musulmans. Et d'ailleurs, pas du tout, on a tendance à interpréter ça comme quelque chose, en quelque sorte, de raciste vis-à-vis des musulmans. Je crois que c'est un contresens historique. La vérité, c'est que les musulmans ne le souhaitaient pas, parce qu'ils souhaitaient garder... En tout cas, les gens qui parlaient en leur nom, leurs représentants, souhaitaient garder leurs propres règles, leurs propres droits. Et donc, c'est la première occasion qui a été ratée. Et puis, il y a eu d'autres tentatives d'assimilation ou d'intégration, y compris après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. La dernière tentative, paradoxalement, ce sont les partisans, en tout cas certains, pas tous, certains partisans de l'Algérie française qui l'ont défendu. Et le général de Gaulle a considéré que ce n'était pas jouable, et il a pensé que la seule solution, c'était l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Donc les occasions d'assimilation vis-à-vis des musulmans, entre les Français et les musulmans, à chaque fois qu'il y en a eu, elles n'ont pas été parfaitement réussies, et même vis-à-vis des harkis qui avaient combattu du côté des Français pendant la guerre d'Algérie, et ceux qui ont survécu en étant rapatriés en 1962, on ne peut pas dire que globalement l'assimilation soit une pleine réussite, alors qu'eux-mêmes se sont trouvés à avoir été dans le cadre de la France, dans le cadre de cette guerre d'Algérie. Je crois qu'on a vraiment des difficultés tout à fait consubstantielle, si je puis dire. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, nous débattons des liens entre l'identité et la souveraineté. Jacques Sapir, je vous laisse répondre à Jean-Yves Le Gallou. Oui, d'abord je pense qu'il n'y a pas une civilisation musulmane. Je pense qu'il y a plusieurs civilisations musulmanes. Ça, il faut le savoir. D'abord, il y en a dans le temps. On a eu... des éléments de culture tout à fait extraordinaires qui ont existé, que ce soit à Bagdad, que ce soit dans l'Espagne musulmane, El-Andalus, bon, etc. Mais d'une manière... Enfin, aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a pas de réelle unité
entre des gens qui sont des musulmans, par exemple, d'Afrique subsaharienne, des musulmans d'Afrique du Nord, des musulmans du Moyen-Orient, voire des musulmans d'Asie. Oui. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, le premier pays musulman, c'est l'Indonésie. Oui. Donc ce ne sont pas des Arabes. Bon, il y a en réalité une très grande différence. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui est à la fois un mouvement de fond et qui est un mouvement qui est politiquement utilisé au sein du monde musulman, qui est un mouvement qui se veut un mouvement, je dirais, de lecture littérale du Coran. Bon, qu'on peut appeler le salafisme, qu'on peut appeler le wahhabisme. Bon, ça dépend des pays. Ce mouvement, il est politiquement utilisé par certains pays. Il faut le dire clairement, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et le fait qu'on ait laissé un certain nombre de mosquées en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, etc., sous la coupe d'organisations qui étaient financées par ces pays, pose un véritable problème, c'est vrai, mais en même temps, il faut bien voir que l'immense majorité de la population musulmane aujourd'hui en France ne partage pas du tout les idées de ces gens. Alors, bien sûr, par rapport au problème du terrorisme, par rapport même à des problèmes liés à l'intégration, il y a un énorme potentiel s'il y a simplement 4 à 5% de cette population qui bascule du côté de ces salafistes. Mais ce n'est pas parce que 4 ou 5% peuvent basculer que ça veut dire que les 95 autres % vont basculer. Et donc ça, je crois que si vous voulez, il y a là un point qui est extrêmement important. Et de ce point de vue-là, il faut tenir par rapport à cette population un discours clair. Or, là, je pense que pour des raisons qui sont à la fois des raisons d'ordre de souveraineté, le fait que nous n'avons plus la souveraineté en France, qui sont des raisons d'ordre idéologique, on n'est pas capable de tenir un discours clair. Et je dirais que ça, c'est un problème réel. Après, vous avez un autre problème. Vous savez, quelque chose qui est assez impressionnant. Vous regardez le cas de ces jeunes Français qui partent en Syrie. Bon, qui partent se battre avec l'État islamique. Bon, il y en a probablement 2500 aujourd'hui. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est en termes global, c'est très peu, mais c'est effectivement important comparé à d'autres pays. Il y a grosso modo que la Belgique où il y en est en proportion plus par rapport à la population. Bon. De quoi rêvent ces jeunes? Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ne se battent pas? Ils envoient des selfies, ils sont sur Facebook, et grosso modo, ils bouffent des saloperies comme des Mars, des Twixy, etc., etc. Autrement dit, ils sont en réalité complètement acculturés dans la culture occidentale. Et quand on pense que l'on est... Dans sa version sous-culture. Oui, tout à fait, mais quand on pense qu'il s'agit en réalité de gens qui nous seraient étrangers à notre culture, c'est tout le contraire. Et c'est ça le point qui est extrêmement important et peut-être le point, je dirais, le plus inquiétant. C'est que notre culture aujourd'hui en France produit, c'est pas la culture de l'islam, mais c'est notre culture produit au contact, bien sûr, avec certains éléments de l'islamisme, mais elle produit justement ce phénomène de rejet et ce phénomène très narcissique auquel on est confronté. Et c'est pour cela que je pense que la question des attentats et grosso modo la question du salafisme en Europe ont moins à voir avec la religion musulmane qu'avec la dégénérescence de la culture française. Et c'est ça le problème qui me semble tout à fait essentiel. Pourquoi? Et parce que là, je voudrais... Alors, si vous voulez, je comprends parfaitement que nous ne soyons pas d'accord, à la fois pour des raisons idéologiques et puis peut-être pour des raisons de formation. Moi, je suis de formation un économiste, même si je fais aussi de l'histoire, etc. Ce qui m'amène quand même à voir des choses dans
l'idéologie économique, c'est-à-dire dans le discours qui est tenu par les acteurs. Et je vois qu'il y a aujourd'hui, de manière tout à fait dominante en France et aussi dans un certain nombre d'autres pays d'Europe occidentale, un discours qui est le discours de l'individualisme, non pas au sens, je dirais, philosophique de l'individualisme, c'est tout à fait autre chose, mais au sens, je dirais, vulgaire de l'individualisme, et que ce discours, il est en réalité porté par notre système économique. Donc, quand je dis, dans la revue Éléments, je reprends la citation que vous avez faite, quand je dis que c'est bien la décomposition de notre économie qui est à l'origine de ces problèmes, c'est cela que je pointe. C'est-à-dire que je pointe le fait qu'il y a aujourd'hui, à cause de la décomposition de notre système économique, et que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays, une décomposition idéologique, et qui provient justement du fait que des individus peuvent avoir l'illusion, c'est une illusion, mais cette illusion, ils l'ont, qu'ils existent de manière isolée, d'une certaine manière, de l'ensemble de la population, et qu'ils n'ont plus besoin de chercher à faire cause commune avec cette population. Et ça, c'est en réalité la source profonde de, si vous voulez, ces problèmes que l'on rencontre dans une partie de la jeunesse. Alors, oui, je crois qu'il y a un croisement, effectivement, entre une sous-culture commerçante, marchande, supermarché, tout ce que vous voulez, là on doit être totalement d'accord, une sous-culture de supermarché et un islamisme conquérant, qui peut donner l'impression d'offrir des perspectives peut-être plus exaltantes, oui. Et je crois qu'il y a le croisement de ces deux choses. Simplement, si on regarde par rapport aux moyens de souveraineté, bien sûr, le système marchand joue un rôle considérable, notamment à travers la publicité, à travers les médias, puisque c'est lui qui façonne l'opinion. Mais le système politique, le système politique français, je dirais, il a gardé un certain nombre d'instruments qu'il utilise très mal, mais qu'il a gardé, qui ne dépendent pas ni de Bruxelles, ni de Washington. Il a gardé, en gros, la politique du logement. Il a gardé l'école. Il a gardé l'armée. Il a gardé la police, la gendarmerie, la justice. Alors la justice, évidemment, dans le cadre des lois supranationales, et notamment pas tant de la Cour de justice européenne de Bruxelles que de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, de la Convention internationale des droits de l'enfant, etc. Et j'en passe. Mais le système a gardé, simplement, ça n'est absolument pas utilisé. Ce qui est d'ailleurs intéressant si on regarde l'éducation. L'éducation, c'est un domaine... chaque État est quand même à peu près maître chez lui. Or, on s'aperçoit de moins en moins, mais tous les États européens ont évolué de la même manière, ont utilisé les mêmes techniques, promues effectivement par les instances internationales, mais autant d'ailleurs par celles de l'ONU et de l'UNESCO, et même peut-être davantage que par celles de l'Union européenne, mais pas de manière contraignante. C'est une idéologie qui s'est diffusée, qui a atteint, ça peut être contraignant, qui a atteint tous les pays européens, et qui est évidemment un élément de déstructuration totale, parce qu'on a perdu les repères de la langue avec la méthode globale, dont on sait parfaitement depuis 30 ans qu'elle est catastrophique, mais qu'on continue d'utiliser en disant mais non, c'est semi-global. Enfin, je ne vais pas faire un débat là-dessus, c'est un autre sujet. On a rompu les repères chronologiques dans le domaine historique, qui sont absolument essentiels. On a aussi rompu avec les repères... d'origine, puisque quand on remplace Louis XIV par les royaumes africains, on rompt aussi avec sa propre histoire. Tout ça, on l'a fait. Enfin, tout ça, les gouvernements l'ont fait. Je serais tenté de dire quand même assez largement de leur propre gré, sauf que c'était dans le cadre d'un environnement idéologique global. C'est pour ça que moi, ce qui me paraît essentiel, dans mon livre sur l'immigration, que faire, je ne propose pas des réponses techniques.
les réponses techniques. Bon, M. Guéant est arrivé, il a apporté des réponses techniques, il est rentré 200 000 personnes, il a apporté des réponses techniques, il est rentré 190 000 ou 185 000 personnes. C'est très bien, mais ça ne change pas les choses. Les vraies réponses, elles sont de nature, elles sont au niveau des principes, savoir ce que l'on est, savoir ce qu'on veut transmettre. Voilà, c'est un problème de transmission et de mémoire, et moi je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de transmettre la mémoire européenne et la mémoire française étant un aspect particulier auquel évidemment nous sommes particulièrement attachés, de la mémoire européenne de manière plus globale. Mais je crois que notre problème à nous Français, les Anglais, qui se veulent pourtant si différents de nous, l'ont aussi. Les Allemands l'ont encore beaucoup plus parce qu'ils sont encore beaucoup plus culpabilisés que nous. Les Hongrois l'ont aussi, ils l'ont peut-être un peu moins parce que eux ont le souvenir de leur résistance, de la résistance de 1848, de la résistance de 1956, de leur résistance quand même aussi au mauvais traité d'après la guerre de 14. Et donc les Hongrois sont un peu plus à l'aise. C'est très intéressant de voir que face à la vague migratoire, face à l'invasion migratoire, celui qui s'est levé, ceux qui se sont levés, ce sont les Hongrois. Oui, et la Slovénie, tout le groupe... Et le groupe de Visegrad après, le groupe de Visegrad. Alors il y a aussi le fait que le communisme soviétique a finalement été relativement protecteur des peuples pendant un certain temps, et que le modèle capitaliste américain a été un élément dissolvant plus fort. On le voit d'ailleurs y compris en Allemagne, où l'Allemagne ex de l'Est n'a pas tout à fait les mêmes comportements politiques que l'Allemagne de l'Ouest. Voilà. Il y a une vraie particularité française à laquelle vous tenez, Jacques Sapir, dans votre ouvrage, et c'est le troisième mot du titre, laïcité, notamment pour la question des réveils identitaires. Vous écrivez par exemple: ainsi, le principe de laïcité découle de la souveraineté. La laïcité n'est pas un supplément d'âme pour la République, elle en est en réalité le ciment. Et autre citation, alors je n'ai pas noté les pages, les croyances religieuses doivent être bannies de la sphère publique et renvoyées à celle du privé. Pour vous, est-ce que c'est la condition sine qua non à la souveraineté et auquel cas, est-ce qu'on peut dire à quel moment la France, dans ce cas-là, a été souveraine au vu de l'influence de l'Église catholique en son sein? Alors non, ce n'est pas une condition au départ nécessaire, parce que il n'y a pas en réalité pendant tout un temps cette hétérogénéité religieuse. Mais cette hétérogénéité religieuse, elle apparaît malgré tout assez rapidement, et évidemment elle se concrétise avec la Réforme, avec l'émergence des protestants, etc. Et là se pose un véritable problème. Si vous voulez, il faut savoir en plus que c'est le moment où il y a une grande réflexion sur quelle est la base de la souveraineté. Et c'est très intéressant de voir que l'homme qui va écrire le livre tout à fait fondamental pour la conception française de la laïcité, qui est l'Heptaplomérès, Jean Bodin, il a écrit avant un ouvrage encore plus fondamental, qui sont les 6 livres de la République. Bien. Donc, c'est à ce moment-là où un certain nombre de gens sont amenés à réfléchir sur la question de la souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans une situation qui, en France, est tout à fait dramatique. Si vous voulez, on a assez difficilement l'image de l'horreur qu'ont pu représenter les guerres de religion dans la population française. Ces guerres de religion ont opposé des familles les unes aux autres. Elles ont même divisé des familles. On a des cas où un frère devient protestant, l'autre est catholique, et ils se massacrent allègrement entre eux. Donc, c'est une véritable guerre civile. Par ailleurs, cette guerre civile va se doubler d'une guerre étrangère à cause de l'intervention de l'Espagne très largement dans ce conflit. Bien. Et donc, il y a toute une série de penseurs, certains sont protestants, d'autres sont catholiques, qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui fait souveraineté, d'où vient la souveraineté, et qu'est-ce qui fait bien commun entre nous. Et là, il y a la réponse qui est donnée par Jean Bodin et qui va être, d'une certaine manière, le point de synthèse, le point de consensus pour l'ensemble de ce qu'on appelle le parti des politiques. Et puis,
Bodin continue sa réflexion, il faut savoir que lui est un catholique fervent. Il a d'ailleurs écrit un manuel de lutte contre les sorciers et la sorcellerie. Bon, on ne peut pas lui nier cela. Mais il se pose la question, justement, comment résoudre cette hétérogénéité religieuse ? Est-ce qu'il y a la moindre possibilité d'un grand concile de réconciliation ? Il y en a eu plusieurs de ces grands conciles pendant les guerres de religion. Ils ont évidemment tous échoué parce qu'on voit bien qu'il y a des différences à la fois dogmatiques mais aussi politiques entre les deux camps qui sont irréconciliables. Et donc il dit, mais la seule manière, et il faut d'ailleurs étendre cette question parce que c'est pas simplement la question entre les catholiques et les protestants. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un dialogue. Ce qui est intéressant, c'est que l'heptaplomérès n'est pas un dialogue entre deux personnes, l'une catholique, l'autre protestante, ce qui serait logique dans le contexte des guerres de religion. Non, il élargit cela aux juifs, aux musulmans, aux orthodoxes, voire à d'autres religions qu'il essaye d'imaginer. Et il pose le problème de savoir mais comment peut-on vivre ensemble ? Et là, il va faire deux réponses, pas une, il fait deux réponses qui sont extrêmement importantes. La première réponse consiste à dire eh bien, il faut, si l'on veut ne pas se massacrer, il faut garder au niveau de la sphère privée la question des idées religieuses. Mais il dit une autre chose qui est aussi très importante. Les héros de son livre, ou disons de cette espèce de grand dialogue platonicien, ce sont tous des médecins. Ce n'est pas un hasard, car la médecine commence à être reconnue comme une véritable science à l'époque. C'est très exagéré. Non, Oui, c'est un point important. C'est le moment où l'on va réaliser les premières dissections. Oui. Si vous voulez. Et donc, la médecine sort en fait du domaine un petit peu sacré pour rentrer dans le domaine réel. Elle reste très empirique, mais là, elle rentre dans le réel. Et il dit, nous allons rester ensemble pour travailler pour le bien de tous. Autrement dit, il fait l'injonction à ces 7 participants qui sont des représentants de 7 religions différentes, de dire non, nous devons travailler ensemble parce que, d'une certaine manière, il y a le besoin de tous pour œuvrer au bien de chacun. Et ça, c'est une idée d'une incroyable modernité à cette époque. Et donc c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai insisté sur ces 2 ouvrages, à la fois sur les 6 livres de la République et sur l'heptaplomérès. Je dois dire que même à cette époque-là, il y a beaucoup de savants qui considèrent que ce soit le monde musulman ou que ce soit le monde juif, sont en réalité plus avancés sur un certain nombre de points que le monde chrétien. Car on est dans une époque, je dirais, pré-technique, et dans une époque où la question de l'héritage par rapport à l'Antiquité reste extrêmement importante. Or, cet héritage nous est parvenu en partie par le monde chrétien, mais aussi, il faut le souligner, très largement par les savants musulmans de l'époque et par leurs intermédiaires juifs, qui vont jouer un rôle extrêmement important, en particulier, justement, dans les débuts de la science médicale. On sait que c'est autour de Montpellier que se sont réunis les meilleurs médecins et les meilleurs chirurgiens de cette époque-là, et un certain nombre d'entre eux venaient soit du monde musulman, soit ils venaient directement du monde juif. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est un point qui est très discutable, qui fait partie de la doxa dominante. On a vu notamment avec Guggenheim, avec Aristote au Mont-Saint-Michel, qu'il y a eu une transmission
il n'y a jamais eu de rupture complète avec l'Antiquité. J'ai jamais dit ça. Et le principal élément de transmission, c'est passé par Byzance notamment. Et je crois qu'on a beaucoup surestimé le rôle des musulmans, d'ailleurs en citant toujours que 2 personnes, Ibn Khaldun et Averroès, qui étaient eux-mêmes des marginaux dans le monde auquel ils appartenaient. Donc je crois que là-dessus, il faut quand même être plus réservé par rapport à la doxa dominante. En tout cas, moi, je suis plus réservé par rapport à la doxa dominante. Sur votre sujet central, oui, pardon. Sur la laïcité, si vous pouvez. Oui, je voudrais répondre sur la laïcité. Je trouve que l'étude de Jacques Sapir, la présentation par Jacques Sapir des travaux de Bodin est tout à fait intéressante et passionnante. Je crois par contre, parce que si je transpose un petit peu votre idée, vous allez me dire peut-être que je me trompe, mais Bodin, il arrive dans la situation des guerres de religion en France, où ça d'ailleurs était moins pire globalement qu'en Allemagne, où la guerre de 30 ans aboutit à une dépopulation très importante. Mais il arrive et il dit, voilà, on va s'entendre on va définir un bien commun entre politiques, oui, les politiques, effectivement, par rapport aux 2 religions. Bien. Et au fond, implicitement, vous dites, aujourd'hui, on va faire la même chose avec l'islam, entre le christianisme et l'islam, que ce qu'on avait pu faire entre le protestantisme et le catholicisme. C'est un peu ça votre idée, Non, mon idée, elle est... évidemment, il y a de ça, mais si vous voulez, mon idée consiste à dire, on ne peut arriver à la paix religieuse dans une nation qu'à la condition que chacun accepte que la religion est une affaire privée. Oui. Autrement dit, l'État n'a pas à intervenir là-dedans, sauf si il y a des débordements de ce point de vue. Mais alors, si vous voulez, je crois que là, il y a une différence considérable entre la situation du XVIIe siècle ou du XVIe siècle et la situation actuelle. C'est que le christianisme... que l'opposition entre le protestantisme et le catholicisme, c'est une opposition à l'intérieur de la même famille, de la même religion. D'ailleurs, d'où la tentation d'avoir des conciles pour essayer de régler les problèmes. Aujourd'hui, c'est entre le christianisme et l'islam, ou l'Europe chrétienne, la civilisation européenne et chrétienne et l'islam que le problème se pose. Et là, il y a des différences beaucoup plus considérables, parce que quand on parle d'espace public, l'espace public, les femmes voilées, c'est de l'espace public. L'abattage halal dans les cantines, et dans les abattoirs, c'est de l'espace public. Et il y a quand même la volonté... quand même de nombreux musulmans, pas seulement des quelques pourcents dont on veut bien nous dire qu'ils sont les plus excités ou les plus extrémistes, mais qui entraînent les autres. Il y a la charia, qui est une loi, c'est un code civil. C'est pas seulement, je crois que l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est aussi un code civil, une loi qui doit s'appliquer, puisque dans la théorie musulmane, c'est la loi de Dieu. Il y a aussi une différence absolument considérable. C'est que le christianisme, sous ces différentes variantes, d'ailleurs protestantes ou catholiques, c'est une religion trinitaire, donc qui organise un débat entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un débat d'ailleurs qui reprend d'un certain point de vue la diversité polythéiste antérieure et la trifonctionnalité de toutes les civilisations et de toutes les religions indo-européennes. L'islam, c'est un monothéisme absolu, assorti d'une soumission à la loi de Dieu qu'on ne discute pas. Quand je dis d'ailleurs que le catholicisme est une religion trinitaire, on pourrait même rajouter, en tout cas dans la version, le christianisme est une religion trinitaire, on pourrait même ajouter dans la version catholique une 4e personne qui est Marie, Mère de Dieu, qui joue un rôle aussi considérable. Le marianisme est extrêmement important. Bon, mais attention, donc, si le judaïsme est de ce point de vue-là tout à fait similaire à l'islam. Dans le judaïsme, vous avez... Oui, mais le judaïsme ne veut pas convertir. Le judaïsme, il a admis, si vous voulez, quand Napoléon a fait des Juifs des citoyens. Il leur a donné tout comme citoyens, mais il ne leur a pas reconnu de droits communautaires particuliers. C'est ça le modèle républicain. Tout à fait. Et si vous voulez, je crois que si on est pragmatique,
On constate que globalement, il y a un problème difficilement soluble avec l'islam. Il n'y a pas eu de problème de cible. Je ne dis pas que ça a toujours été facile. Il n'y a pas eu le même problème avec le judaïsme. Voilà. Même de manière très simple. Les Juifs ont pu avoir leur abattage rituel. Ils n'ont pas imposé l'abattage rituel aux autres, ce qui est quand même une sacrée différence, parce que on peut contester ou non l'abattage rituel. Il y a certains pays qui l'interdisent, hein. Mais bon, mais entre admettre l'abattage rituel pour des minorités dont c'est la pratique et voir l'abattage rituel imposé à la majorité, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est quand même des différences. C'est quand même des problèmes tout à fait majeurs. Donc je crois, si vous voulez, qu'on ne peut pas penser qu'on va régler la confrontation entre la civilisation européenne et la civilisation musulmane. Je parle là sur le territoire européen, je ne parle pas de géopolitique, c'est autre chose. Et des interventions étrangères, c'est autre chose. On ne va pas régler ça comme on a pu régler, pas facilement d'ailleurs, mais comme on a pu régler, finalement, dans à peu près tous les pays européens, l'opposition entre les protestants et les catholiques, parce que on a des différences infiniment plus profondes et plus radicales. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, nous débattons avec Jacques Sapir et Jean-Yves Le Gallou des liens entre l'identité et la souveraineté et de leur possible opposition. Nous arrivons vers la fin de cette... leur possible complément. Tout à fait, Jean-Yves, pardon. Nous allons arriver vers la fin de cette émission, donc on va essayer d'entrer dans une sorte de conclusion du débat. Jacques Sapir, la première phrase de votre ouvrage, dans l'introduction, c'est de dire qu'il y a un mouvement souverainiste en France, notamment suite à l'état d'urgence, et vous complétez, je cite un de vos entretiens avec le Figaro Vox, quand il a décrété, vous parlez de François Hollande, quand il a décrété l'état d'urgence, il a agi de manière souveraine, il n'est pas allé demander la permission à Bruxelles ou à Berlin. Cela, les Français le ressentent profondément. Ils comprennent instinctivement les implications de ce moment souverainiste. En particulier, ils comprennent que face aux crises qui viennent, nous ne pourrons compter que sur nos propres forces. Bien sûr, il faudra chercher toutes les coopérations possibles. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce qu'est ce moment souverainiste ? Alors, ce mouvement souverainiste, il est évident en France, au sens où comme je l'ai dit, que ce soit à travers l'état d'urgence, mais à travers toute une autre série de faits, aujourd'hui, c'est bien la question du souverainisme qui est posée à la classe politique et à la sphère politique. Donc ça, c'est un premier point. En plus, il faut savoir que ce problème, il est posé en réalité au niveau de la politique européenne. Non seulement il est posé dans les actions de toute une série de pays vis-à-vis à des règles européennes. On voit qu'il y a de plus en plus de pays de l'Union européenne qui s'affranchissent des réglementations européennes, mais aussi il est posé au niveau international par le fait de toute une série d'intellectuels, et en particulier d'intellectuels de gauche, qui aujourd'hui appellent à retrouver, à récupérer cette souveraineté. Donc c'est bien un mouvement souverainiste, un espèce d'état de fait qui est en train aujourd'hui de s'étendre progressivement, non seulement en France, mais en Europe. Le point important, c'est quand on regarde effectivement qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 novembre. Nuit affreuse, si vous voulez. Et on comprend d'ailleurs toute l'émotion qu'a pu ressentir le président de la République. Je rappelle, il est sorti du Stade de France dans des conditions assez rocambolesques. On lui dit qu'il y a eu des attentats à Paris. Évidemment, il est très visiblement frappé par ces attentats. Peut-être conçoit-il à ce moment-là la vacuité de sa fameuse notion de présidence normale. Et quand j'ai regardé à plusieurs reprises sur Internet la déclaration qu'il fait dans la nuit, où il dit l'état d'urgence, on voit que l'on est en présence d'un homme qui est choqué. Qui est réellement choqué, c'est-à-dire qu'il bafouille même par moments, il revient, il redit la même phrase. Bon, on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend qu'à ce moment-là, la France ne pourra compter que sur elle-même. Et c'est pour cela qu'il décide de l'état d'urgence. Et
Est-ce qu'il en a conscience? Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas dans sa tête. Mais il se passe quelque chose d'important, c'est que l'homme qui a, d'une certaine manière, tout fait pour que la France cède toujours plus de souveraineté aux institutions européennes, il est obligé de dire « ben non, quand on est face à une crise, ce n'est que sur les forces de la France que nous pourrons compter. » Et ça, si vous voulez, ça introduit une divergence entre le discours antérieur et la pratique du gouvernement, qui est une divergence absolument fondamentale. Et je pense que cette divergence, nous avons maintenant le devoir de la traiter. Car cette divergence, c'est pas parce qu'on ne parle plus de cela aujourd'hui. Bon, voilà, l'actualité, c'est plutôt la loi El Khomri que la question de l'état d'urgence. Mais ça va revenir. Il faut le savoir. Là, il y a bien une question absolument fondamentale. Jean-Yves Le Gallou. Oui, alors moi je crois qu'il y a effectivement un mouvement souverainiste, un moment souverainiste. Je crois qu'il y a aussi et surtout un moment identitaire. Et que l'année 2015 a été une année historiquement marquante, qui a commencé par l'affaire de Charlie Hebdo, c'est-à-dire le rétablissement de la peine de mort pour blasphème, pour faire simple. Bon, qui a continué par la déferlante migratoire à partir du mois de mai-juin sur la Méditerranée, qui a continué sur le Bataclan, qui s'est achevé à Cologne avec les agressions sexuelles de masse sur les Allemandes. Et à chaque fois, la question qui est posée, c'est une question identitaire. Et il y a une prise de conscience, parce que je crois que, évidemment, tous les peuples européens sont contre l'Union européenne de Bruxelles, qui n'est jamais que le paroxysme du politiquement correct. C'est ça le défaut, son défaut principal, c'est le paroxysme du politiquement correct. Mais le politiquement correct, on l'a de manière domestique, si j'ose dire. Le moment identitaire, on le trouve avec cette prise de conscience des peuples, on le trouve avec les réactions des Hongrois, des pays de Visegrad qui réagissent. On l'a aussi trouvé en Allemagne avec les dernières élections régionales dans 3 Länder, où on a un parti, l'Alliance pour l'Allemagne, l'AfD, qui a commencé comme un parti souverainiste anti-euro qui faisait 2-3%, 2-3%, comme parti souverainiste anti-euro. Il y a eu un changement dans la direction. C'est devenu un parti qui a pris clairement position contre l'immigration et qui a réalisé 15% des suffrages, et même 24-25, je crois, dans le land issu de l'Est. On retrouve la vieille géopolitique. Donc je crois qu'il y a un moment identitaire qui n'est pas incompatible avec le moment souverainiste, mais je dirais que le moment souverainiste, ça ne suffit pas, parce que c'est pour quoi faire. Voilà. Je pense avoir la souveraineté, oui, mais pour quoi faire, pour moi, c'est pour garder notre identité. Et garder notre identité, pour moi, là aussi, ça implique de regarder les choses en face. Et je crois que notre identité est mise en péril par ce qui se produit actuellement, qui est ce que Renaud Camus a nommé de grand remplacement, qui est un remplacement démographique, un remplacement culturel, un remplacement civilisationnel. Et je citerai une phrase qui est très connue de Bodin, qui est peut-être plus simple que celle que vous avez traitée, vous la connaissez. Il n'est de richesse que d'hommes. Mais les hommes ne sont pas remplaçables, les hommes ne sont pas substituables. Oui, les capitalistes marchands, oui, le MEDEF, oui, Madame Merkel pense qu'on va faire venir des gens du Pakistan, de Somalie ou d'Éthiopie, on va les remplacer, ils vont remplacer les Allemands qui ne sont pas nés. Ils les remplaceront peut-être à l'équivalent économiquement, mais ils ne les remplaceront pas
de manière équivalente en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne la civilisation, où il remplace en fait le peuple allemand. Il ne change pas le peuple allemand, il le remplace. Oui, je pense que les hommes évoluent. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Encore faut-il leur donner le temps et les moyens pour évoluer. Si vous voulez, je suis le produit assez improbable entre une famille certes française, mais d'origine italienne. Le nom de ma mère, Robaldo, est un nom qui fait référence au Piémont, et d'une famille de juifs russes. Et il faut comprendre comment, à travers toute une série d'évolutions, je suis arrivé là. Et d'une certaine manière, je défends bien la souveraineté française. Donc, ce que je dis, c'est que rien n'est impossible, mais, et là, je vous donne raison, il n'est pas possible de faire ça immédiatement. Et il faut toujours reconnaître la nécessité d'un certain temps pour que puisse se passer justement ce phénomène d'assimilation. Ce qui est aujourd'hui très dangereux, c'est que on n'a pas donné le temps au temps. Et surtout que depuis 40 ans, on est allé dans la direction inverse. C'est-à-dire que sur une partie des populations présentes en France, notamment musulmanes, les grands-parents, s'ils étaient là, étaient plus assimilés Absolument. Que les petits-fils. Absolument. Donc on ne va pas dans la bonne direction, on va dans la direction inverse. Absolument. Pourquoi ? Pour des raisons qu'on a évoquées, les phénomènes de masse, le réveil de l'islam et cette culpabilisation calamiteuse dont qu'on reçoit tous les jours à l'école, à la télévision, dans les radios, sauf sur Radio Courtoisie. Et pour descendre un peu, puisqu'il nous reste 2 minutes sur ce débat, on parle beaucoup d'union des souverainistes dans l'arène politique. Jacques Sapir, Jean-Yves Le Gallou, un peu en mode oui-non. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que c'est une solution viable pour transcrire ce que vous appelez ce moment souverainiste et pour vous, Jean-Yves Le Gallou, ce moment identitaire ? Je pense que la notion de l'union des souverainistes est posée, mais qu'elle n'est clairement pas aujourd'hui en voie de résolution. Parce qu'on voit très bien qu'il y a, d'un côté comme de l'autre, encore des divergences qui sont beaucoup trop importantes. Alors, ces divergences, je les regrette, je suis obligé de le constater. Par contre, je dis que si cette union ne se fait pas, alors le camp des souverainistes perdra face au camp des européistes. Jean-Yves Le Gallou. Moi, je crois que là, si on raisonne strictement sur le plan politique, en termes électoraux, ce qui pèse, ce qui motive, c'est ce qui touche aux questions d'identité, aux questions d'immigration, beaucoup plus que les aspects souverainistes, qui paraissent plus abstraits, moins charnels, moins concrets. Il suffit de comparer. D'ailleurs, il suffit de comparer le Front National et Chevènement. Chevènement n'a jamais dépassé 5%. Par vent fort et soutenu par les médias. Si, il l'avait fait en 2002. Non, en 2002, il était à 7. Hein. Bon, près de 7, d'accord. Allez. Près de 7. Le Front National, aujourd'hui, est à 25 ou 30%. Et il ne l'est pas sur la base souverainiste, il l'est sur la base de l'immigration. D'ailleurs, on a une mesure extrêmement claire. Lors des élections régionales, il a pris 3% dans les sondages dans la suite de l'affaire du Bataclan. Voilà. Donc c'est très clair. Le problème des souverainistes de gauche, je pense, si vous considérez Mélenchon comme un souverainiste de gauche, c'est qu'en même temps, il est immigrationniste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a très peu d'électeurs. Parce que ces électeurs, dans la mesure où c'est encore des électeurs populaires, ce sont les principales victimes de l'immigration. Et donc, l'union des souverainistes sera possible le jour où Mélenchon changera d'opinion sur l'immigration. Jean-Yves Le Gallou, Jacques Sapir, merci. Nous avons débattu des liens, des compléments, voire des oppositions entre l'identité et la souveraineté. Comme il est de coutume dans cette émission, une chronique éditoriale pour terminer. Et cette fois-ci, 3 livres des éditions Grasset. Le premier qui m'a été chapardé par mon petit frère, ce qui veut dire qu'il était plutôt réussi avant de venir à l'émission, c'est celui d'Amin Maalouf, qui publie Un fauteuil sur la scène, suite à son élection, je crois que c'est le terme exact, à l'Académie française, où il reprend chacun des occupants
successifs de son siège. Alors vous avez Ernest Renan, Gabriel Hanotaux, dont certains ont lu les critiques acerbes chez d'autres auteurs, mais aussi des cardinaux nombreux, vraiment un ouvrage d'amoureux de la France et en même temps de Libanais qui ne cherche pas à transiger sur son identité, mais bien à faire le lien entre les deux. C'est vraiment un ouvrage agréable qui se lit sur le bord de la Seine. Par ailleurs, les éditions Grasset ont l'excellente idée de republier Paul Morand, Magie Noire. Paul Morand, vous savez que c'est un des grands auteurs qu'on trouve chez Bouquiniste ou dans les marchés de vieux livres, parce qu'il n'est pas assez réédité. Donc dans la langue à la fois classique et très informée de Paul Morand, qui était d'ailleurs diplomate, on découvre son amour pour les États-Unis, pour l'Afrique et en même temps pour les Antilles. Vraiment de très beaux ouvrages. Je pense notamment à la dernière nouvelle dont j'ai perdu le titre et qui s'appelle La chèvre sans cornes, un conte très africain, là pour le coup racial, pour reprendre les propos de l'auteur. Très plaisant. Et pour finir, alors un ouvrage moins réussi, mais intéressant tout de même, d'Angélique Villeneuve, Nuit de septembre, qui traite du drame du suicide, et notamment du suicide de l'un de ses enfants qui avait 21 ans, et comment la société moderne et son individualisme rend donc, et par l'anomie, mais bon, c'est des sujets que vous connaissez bien, Jacques Sapir, mais en même temps par la faiblesse civilisationnelle, donne peu de liens, peu de communautés, pour accueillir ce genre d'événement. 3 ouvrages, et c'est une première, je parle que des éditions Grasset cette fois-ci. Je vous rappelle les titres. Jean-Yves Le Gallou, Immigration, la catastrophe, que faire chez Via Romana, à offrir et à diffuser. Et à offrir et à diffuser également Jacques Sapir, Souveraineté, démocratie, laïcité, chez Michelon. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 29 mars 2016, diffusée mercredi 13 avril de 21h30 à 23h. Elle est rediffusée vendredi 15 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.